Bien qu'un arrêt des armes semble très tentant, ce n'est actuellement pas ce que la Russie recherche, car la Russie est en train de gagner sur le champ de bataille. Un arrêt est actuellement plus une idée néoconservatrice et est envisagée par la faction néoconservatrice à la Maison-Blanche, Rubio et Walz, etc. Car ils ont maintenant accepté une victoire de l'Ukraine après 3 ans de tromperie. Elle va gagner. Elle va gagner. Nous devons juste utiliser plus d'armes. Ils ont maintenant accepté qu'ils ne peuvent pas gagner militairement pour le moment. La meilleure chose suivante sur le champ de bataille est d'arrêter l'avancée de l'ennemi. Le complexe militaro-industriel ne tentera pas d'arrêter la guerre en Ukraine tant qu'il ne trouvera rien d'autre. Je pense que la seule façon de mettre fin à cette absurdité est, malheureusement, une nouvelle guerre. Bonjour à tous. Je suis très heureux de pouvoir accueillir à nouveau aujourd'hui mon ami Dr Pascal Lotaz. Pascal est professeur associé à l'Université de Kyoto au Japon. Beaucoup d'entre vous connaissent très bien Pascal grâce à sa chaîne YouTube absolument incontournable sur les études de neutralité géopolitique, où il interviewe des décideurs politiques de premier plan, des leaders d'opinion et bien sûr des universitaires. Assurez-vous de consulter les études de neutralité si vous ne l'avez pas encore fait et abonnez-vous. Vous trouverez le lien ci-dessous dans la description de la vidéo. Pascal, je suis très heureux de vous revoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation, Lena. Parlons des négociations de paix entre les États-Unis et la Russie. Il se passe beaucoup de choses et il semble que les négociations pour mettre fin au conflit entre l'Ukraine et la Russie soient au point mort, alors que les combats continuent. Le président Trump aurait affirmé qu'il pourrait mettre fin au conflit en 24 heures pendant la campagne électorale, pour découvrir ensuite que la réalité pourrait être un peu plus complexe. Comment évaluez-vous l'état actuel des négociations entre les États-Unis et la Russie et le rôle de l'Europe dans ce processus? Tout d'abord, je dois dire que le fait qu'il y ait un processus et que des négociations entre les deux principales parties, les États-Unis et la Russie, aient lieu, est très positif pour moi. Car pendant 3 ans, nous n'avions rien vu de tel. Et maintenant, soudainement, les choses avancent. Nous étions tous très optimistes lorsque les discussions sur le premier appel téléphonique entre Trump et Poutine et les premières négociations à Riyad ont eu lieu. Donald Trump a même exercé une forte pression sur l'Ukraine et a exercé une pression intense sur Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Il y avait cet espoir que nous nous rapprocherions d'un accord et d'un cessez-le-feu. Mais ensuite, nous avons tous appris qu'un cessez-le-feu semble très tentant, mais que la Russie n'essaie pas pour le moment, car la Russie gagne sur le champ de bataille. Donc, un cessez-le-feu est actuellement davantage une idée néoconservatrice et est soutenu par la faction néoconservatrice à la Maison-Blanche, Rubio et Walz, etc. Car ils l'ont maintenant accepté, après avoir fait semblant pendant 3 ans que l'Ukraine allait gagner. Elle va gagner. Elle va gagner. Nous devons juste utiliser plus d'armes. Ils ont désormais accepté qu'ils ne peuvent pas gagner militairement pour le moment. La meilleure chose suivante sur le champ de bataille est donc d'empêcher l'ennemi d'avancer. Une proposition de cessez-le-feu signifie donc geler les lignes de front, et c'est pourquoi cette faction la soutient maintenant. C'est pourquoi l'Ukraine a également déclaré « D'accord, nous soutenons un cessez-le-feu parce que nous avons besoin de temps pour nous réarmer. » Les Russes disent « Non, vous n'aurez pas le temps de vous réarmer. Nous continuerons à nous battre, même si nous négocions. »
Il est intéressant de noter que les Russes ont longtemps expliqué qu'ils étaient prêts à négocier, mais que les négociations se déroulent alors que la situation sur le champ de bataille continue d'évoluer. Ils entreprendront à la fois des efforts militaires et diplomatiques. Et c'est exactement là où nous en sommes maintenant, n'est-ce pas? Donc apparemment, Donald Trump lui-même et son gouvernement ont également accepté cela. Parce que lorsque la proposition de cessez-le-feu a été annoncée, tout le côté néoconservateur de son cabinet a dit que Poutine devait maintenant accepter cela dans les 48 heures. Sinon, nous découvrirons tous quelle est la véritable raison de la guerre, et ainsi de suite. Eh bien, cela s'est calmé. Et maintenant, les Européens, les Américains et les néoconservateurs se plaignent en fait que Poutine veut gagner du temps. Poutine essaye de gagner du temps. Non, il n'a pas besoin de gagner du temps. Je veux dire, il a du temps, non? On doit comprendre les priorités de ces partis pour comprendre ce qui est possible. La priorité des Russes est définitivement une solution générale, au moins pour l'Ukraine, mais aussi de manière optimale pour l'architecture de sécurité de son voisinage immédiat. Vous pouvez encore négocier cela avec les Américains, car Trump est toujours prêt à négocier, n'est-ce pas? Ils se rencontrent et forment des groupes d'experts. Maintenant, que se parler des détails, en sera du-même bien sûr plus difficile. Un de mes interlocuteurs russes m'a dit il y a un mois qu'en Russie, il s'agit de gestion des attentes. Ils sont conscients que l'approche de Trump, aussi prometteuse qu'elle puisse paraître, ne sera probablement pas simple. Et même si quelque chose en ressort, la probabilité est très élevée que quelque chose tourne mal. Pensez simplement à l'accord de Minsk et à la façon dont la Russie pensait. D'accord. Maintenant, nous avons un chemin devant nous, avec Minsk 1, puis Minsk 2, et comment les choses étaient encore très prometteuses en avril 2022. Et puis tout a été enterré. Les Russes essaient actuellement, autant que je puisse voir, d'être pleins d'espoir, mais pas trop optimistes, et d'essayer d'atteindre ce qu'ils peuvent. Et les Américains, du moins la faction pacifiste à la Maison-Blanche, M. Tulsi Gabbard et et qui d'autre me vient à l'esprit? Wer fällt mir sonst noch ein? Nun, wahrscheinlich auch Elon Musk und andere. Eh bien, probablement aussi Elon Musk et d'autres. Vous savez, je veux dire, les gens qui ont l'oreille du président, du négociateur en chef, bien sûr, WK. Je pense qu'ils sont d'accord avec les Russes à cet égard et essayent d'atteindre ce qui est possible. Mais nous sommes en train d'apprendre, et je pense que Donald Trump reconnaît que malgré son fort mandat politique, ce n'est pas un spectacle d'un seul homme. S'il y a trop d'opposants au sein du gouvernement, de son entourage, et même au Congrès, cela ne fonctionnera pas. Donc, tout est incertain pour le moment. Comme vous l'avez déjà mentionné, il semble que l'administration Trump soit tirée dans deux directions différentes. D'une part, il y a le chef de guerre. D'autre part, la politique de paix avec la Russie, probablement parce que d'autres développements ont lieu au Moyen-Orient qui ont attiré leur attention. C'est juste mon évaluation, mais c'est tout à fait possible. Croyez-vous que l'administration Trump a un plan concret pour les négociations de paix avec la Russie dans l'ensemble? Ou s'agit-il principalement d'attendre de voir comment la situation évolue et d'apporter des ajustements si nécessaire? Je pense qu'ils ont des plans. Mais le problème est que ces plans ne fonctionnent pas comme ils l'avaient imaginé. Parce que pendant que vous essayez de mettre en œuvre un plan, vous réalisez que les hypothèses étaient fausses. Et vous le découvrez parce que vous parlez réellement aux Russes, n'est-ce pas? Et il y a, je pense, un développement supplémentaire de ce qu'ils ont essayé d'accomplir, ce qui est en fait une bonne chose. Il faut s'adapter à ce qu'on apprend de l'autre côté. Et ces conflits se termineraient beaucoup plus rapidement s'ils étaient faciles à résoudre. Ils ne le sont pas.
Je veux dire une chose que je vois, et je pense que la Russie et les États-Unis, ou la Russie et Trump, pourraient à nouveau être plus alignés. À savoir que les deux semblent considérer la guerre en Ukraine comme un problème parmi tant d'autres qui affectent les relations bilatérales. La partie russe l'a longtemps affirmé. Die russische Seite hat das schon lange behauptet. Und jetzt, so scheint es. Et maintenant, il semble, surtout avec la visite de cet ambassadeur économique russe aux États-Unis et les négociations sur les terres rares, les exportations de matières premières, etc., ainsi que sur les investissements américains en Russie, que la guerre est toujours en cours. Il semble que l'administration Trump en viendrait également à cette conclusion et dirait « D'accord, peut-être que nous ne pouvons pas résoudre la guerre en Ukraine. Peut-être qu'elle continue. Et peut-être que la CIA continuera de combattre la Russie sur le champ de bataille ukrainien. Peut-être que je ne peux pas l'empêcher. Mais nous pouvons toujours conclure des accords avec la Russie dans d'autres domaines pour normaliser les relations bilatérales. Il ne s'agit pas de normaliser, mais de détendre. Il y avait l'idée de reprendre les vols civils directs entre les pays. Il semble que même cela soit rejeté par les néoconservateurs, ces bellicistes, car pour une raison quelconque, ils ne veulent pas que les Russes volent directement aux États-Unis et vice-versa. Peut-être parce qu'ils craignent que trop d'Américains ne se rendent effectivement en Russie et ne reprennent les affaires. Mais même aux États-Unis, il semble y avoir un intérêt pour une possible reprise des relations avec la Russie, n'est-ce pas? Et cela semble actuellement faire partie de la tactique. Si la guerre ne peut pas être résolue immédiatement, on essaie de l'isoler pour qu'elle n'affecte plus d'autres aspects des relations bilatérales. Bien sûr, il y a toutes ces perturbations, comme les Européens, qui essaieront de rendre cela impossible et d'introduire tous ces arguments moraux. Parce que cette guerre est dans les esprits et les cœurs des gens depuis longtemps, n'est-ce pas? Ils essayent de rendre chaque Russe responsable des actions du gouvernement en disant « Oh, mais si vous étiez de bonnes personnes, vous vous lèveriez et nettoieriez votre gouvernement, n'est-ce pas? Et vous voulez attraper Alexei Navalny et sa femme avant sa mort, n'est-ce pas? Pour trouver quelqu'un que nous aimons et qui peut ensuite nous aider à ruiner votre pays, comme nous le faisons normalement, si quelque chose comme cela se produit. » Non seulement vous vous excusez pour l'interruption, mais vous la financez également en continu. Oui, oui. Et savez-vous, à ce stade, vraiment, si vous le regardez du point de vue de Moscou, après avoir compris par vous-même que d'accord, ce sont les Américains qui étaient derrière une grande partie de cette guerre pour provoquer la Russie. Cet article détaillé dans le New York Times. Bis hin zu einer tatsächlichen groß angelegten Invasion und auch, wissen Sie, darauf hinzuarbeiten und dann den Krieg zu führen. Ich meine, wir haben jetzt nicht einen, sondern zwei diese unglaublichen Artikel in der New York Times. Der letzte von vor 2 Wochen, nicht wahr? Er ist ein halbes Buch. Dieser umfangreiche Artikel der New York Times von US-Journalisten. D'après les journalistes américains qui étaient en Ukraine, cela décrit comment les Américains ont planifié toutes les cibles à Wiesbaden, en Allemagne, tout le temps. Non seulement en Ukraine, mais aussi en Russie, que les Ukrainiens attaqueraient ensuite avec des armes américaines, et ce qui entrerait en action, et comment cela se ferait. Je veux dire, l'ampleur de l'implication des États-Unis est incroyable. Nous avons en fait besoin d'un nouveau mot pour ce type de guerre. Parce que les guerres par procuration étaient autrefois telles que les grands finançaient les petits et les petits se combattaient ensuite entre eux. Parce que les grands ne voulaient pas s'irriter mutuellement, n'est-ce pas? Et ce n'est plus le cas maintenant. Maintenant, nous avons un grand qui utilise un petit et dicte au petit, comme un chien de combat, où et quoi attaquer, et puis dit à l'autre, « Oh, mais tu sais, je ne suis pas impliqué. » Je ne suis pas impliqué. Vous ne pouvez pas me rencontrer. Vous ne pouvez pas me rencontrer. Si elle me frappe, alors c'est une guerre atomique.
et c'est une nouvelle forme de guerre. Je viens de parler avec le scientifique américain David Gibbs, qui a dit que c'est exactement ce que les Américains ont appris en Afghanistan. Vous savez, pendant la guerre de 10 ans en Afghanistan en 1979 pour l'Union soviétique. C'est exactement ce que les Américains ont commencé avec les Moudjahidines, et maintenant, ils le mettent en œuvre sur le sol européen. Donc oui, la Russie est dans une situation très difficile. Très difficile. Comment cela est-il censé fonctionner? C'est pourquoi j'interprète le fait que Moscou et Washington se parlent comme un grand pas en avant, parce que Moscou a complètement identifié Washington comme son principal ennemi. Le véritable parti de la guerre est les États-Unis. L'Ukraine est en réalité juste le partenaire de mise en œuvre. Les négociations avec l'Ukraine, même si elles auraient du sens là-bas, surtout à un niveau opérationnel, nécessitent que les décideurs et la population signent quelque chose. Ils doivent être à Washington. Que les deux se parlent est une bonne chose. Mais même aux États-Unis, la force de décision n'est pas uniquement entre les mains de Donald Trump. C'est un système. Et négocier avec ce système est un défi énorme. Et puis, il y a les facteurs d'intervention, comme la résistance ukrainienne et européenne, qui peuvent faire échouer les choses. Je veux dire les soi-disant facteurs perturbateurs dans tout processus de paix. Très intéressant. Du point de vue américain, c'est définitivement une approche. Ils l'ont fait en Afghanistan, dans de nombreux autres pays, et maintenant en Ukraine. L'un des principaux négociateurs et envoyés russes, Kirill Dmitriev, qui s'est rendu à Washington la semaine dernière pour rencontrer des politiciens américains, y compris notre bon vieil ami Lindsey Graham, a clairement indiqué que la Russie ne cherche pas un assouplissement des sanctions. Je considère cela comme une démarche très intéressante, car les sanctions sont l'un des principaux outils de négociation des États-Unis. Dmitriev a donc essentiellement dit que nous ne tombons plus dans le piège de la carotte et du bâton, car notre objectif principal est l'expansion vers l'est de l'OTAN. Tout ce qui n'est pas lié à l'architecture de sécurité européenne est secondaire. Pensez-vous donc que les négociations pourraient être retardées malgré les combats en cours, parce que l'administration Trump constate que la Russie est dans une position beaucoup plus forte que prévu? Cela peut être un point. Je suis sûr que l'administration Trump, comme vous l'avez dit, réalise actuellement que la Russie est en fait dans une position assez forte et que la position des États-Unis, pour reprendre les mots de Trump, n'est pas si impressionnante, n'est-ce pas? Et que les Russes disent qu'ils ne cherchent pas à alléger les sanctions est très intelligent, car cela va de pair avec ce que Vladimir Poutine a déjà dit à son propre peuple. Je ne pense pas qu'il mente là-dessus. Ce n'est pas un bluff. La Russie accepte les sanctions américaines et développe son économie indépendamment des États-Unis, n'est-ce pas? Ils n'en ont donc pas besoin, et ils développent leur économie indépendamment des États-Unis depuis 3 ans. Ils n'ont pas besoin d'un allègement des sanctions. Au contraire, les sanctions américaines garantissent que les entreprises et sociétés russes ne tentent pas de gagner rapidement de l'argent sur le marché américain, mais font l'effort de se tourner vers d'autres marchés. Et c'est exactement ce que la Russie cherche actuellement à faire stratégiquement. Elle veut de nouvelles façons d'interagir avec l'économie mondiale, via la Chine et tous ses autres partenaires. Et vous savez, la Russie ne contrôle pas toutes ces entreprises. S'il y a une petite entreprise d'exportation de thé en Russie, alors Poutine ne la contrôle pas, n'est-ce pas? Le fait que ces entreprises ne puissent pas aller aux États-Unis a forcé l'économie russe dans une nouvelle direction. Et cela a été payant pour elle, n'est-ce pas?
L'économie russe est en croissance. La perception des États-Unis, selon laquelle tout le monde veut accéder à leur marché et qu'ils peuvent les manipuler à leur guise avec leur influence, exagère, notamment avec les sanctions. Ils exagèrent avec les tarifs douaniers. Les tarifs douaniers sont une méthode de pression avec laquelle les partenaires des États-Unis, comme le Vietnam et d'autres pays, collaborent, étant désespérément dépendants des marchés américains. Les États-Unis exagèrent actuellement et cela ne conduit qu'à une réorganisation structurelle de l'économie mondiale. En ce sens, les sanctions sont la forme la plus flagrante et la plus forte de douane. Ainsi, les douanes sont un instrument politique doux pour saper la volonté d'autres États, n'est-ce pas? Et andere Staaten ihrem Willen zu unterwerfen, nicht wahr? Und Les États-Unis utilisent actuellement cet instrument de manière très intensive. Mais je pense que c'est plutôt un signe de désespoir qu'une véritable force lorsqu'on doit recourir à de tels derniers recours juste avant une véritable guerre. Et bien sûr, il y a une véritable guerre entre la Russie et les États-Unis. Je l'interprète maintenant comme si la Russie ne servait que les États-Unis. On pourrait penser que chacun veut seulement pénétrer son propre marché. Mais ce n'est pas le cas. Et voyez-vous, nous allons bien. Alors négociez avec nous. Also, verhandeln Sie mit uns. Ce monde imaginaire, dans lequel l'Amérique, mais encore plus les Européens, vivent encore pire, est la cage numéro 1 qui les empêche d'engager des négociations réalistes avec la Russie et de trouver une solution à l'environnement sécuritaire terriblement violent. Passons à l'un des sujets probablement les plus délicats, la légitimité de Volodymyr Zelensky. Je dis cela, vous savez, avec un sourire, parce que nous savons tous qu'il a refusé de respecter les principes démocratiques. Et pourtant, il prétend que l'Ukraine est une démocratie. Il prétend que l'Ukraine ne viole pas les droits de l'homme en violant la liberté de religion de sa population et bien plus encore. Mais son mandat s'est terminé, si je ne me trompe pas, en mai 2024. Et il refuse toujours de commencer à planifier des élections. Und weigert sich immer noch, überhaupt mit der Planung von Wahlen zu beginnen. Weigert sich, ernsthaft über Il refuse de parler sérieusement des élections présidentielles. Récemment, le président russe Poutine a proposé parmi de nombreuses options possibles la formation d'un gouvernement de transition en Ukraine sous l'égide des Nations Unies pour conclure des pourparlers de paix et ensuite signer des accords de paix juridiquement contraignants. Comment évaluez-vous la position de Washington sur la légitimité de Zelensky en tant que leader politique de l'Ukraine? das weiß ich nicht. Je ne sais pas. Je pense que la majorité des cercles politiques de Washington, et probablement aussi Donald Trump, le considèrent comme un leader légitime, et le gouvernement en place comme légitime. Peut-être pas Donald Trump. Il a certes dit qu'il était un dictateur, mais cet homme dit beaucoup de choses au quotidien. Je pense que la majorité à Washington considère Zelensky comme le seul leader légitime. Et permettez-moi de le dire ainsi, le point de vue russe a certainement sa légitimité en ce qui concerne la constitution ukrainienne. Et oui, la Russie peut dire que c'est inconstitutionnel et que nous ne pouvons pas négocier avec eux. Andererseits gibt es einen Ausnahmezustand, das die Verfassung in Teilen außer Kraft setzt, und genau das, was Zelensky tatsächlich als Legitimität meiner weiteren Präsidentschaft bezeichnet, ist die Legitimität meiner Präsidentschaft. Während des Kriegsrechts und des Kriegszustands müssen wir das nicht tun. Und ja, Russland kann sagen, das sei verfassungswidrig und wir könnten nicht mit ihnen verhandeln. Andererseits hat Russland kein Problem damit. D'un autre côté, la Russie n'a aucun problème à s'associer avec des politiciens du Burkina Faso et d'autres pays africains qui sont arrivés au pouvoir par un coup d'État. En ce sens, la Russie a raison, mais elle utilise actuellement la situation pour atteindre son propre résultat optimal.
Peut-être aussi parce qu'on est conscient des faibles chances d'un accord global sous la direction actuelle. D'un autre côté, c'est très difficile, n'est-ce pas? Car il y a le danger sérieux que si M. Zelensky ou quelqu'un d'autre accepte réellement certaines des demandes centrales, notamment les demandes territoriales de la Russie, ces personnes soient détruites ou tuées par le secteur d'extrême droite. Diese Menschen vom rechten Sektor vernichtet oder getötet werden. Und dieser rechtsradikale, ultrafaschistische Et ce secteur radical d'extrême droite, ultrafasciste, est très disposé à utiliser la violence contre sa propre population. Comme nous le savons maintenant grâce aux recherches d'Ivan Kachanovsky, il a montré que c'était ces personnes qui ont tiré sur les gens sur la place Maïdan, leurs propres gens, les forces de sécurité et les manifestants. Ces types extrêmement violents tirent sur chacun d'eux parce qu'ils veulent tuer plus de Russes, n'est-ce pas? Cette dynamique doit être gardée à l'esprit. Diese Dynamik muss man im Auge behalten. Das ist wahrscheinlich eines der größten Dilemmas für C'est Russland. probablement l'un des plus grands dilemmes pour la Russie. Comment devrait-on traiter avec le système politique ukrainien, même si les États-Unis acceptent un accord? Je pense qu'il est presque impossible de traiter avec la Russie et l'Ukraine seuls. C'est pourquoi la Russie a besoin du soutien des États-Unis. Si les deux parties s'opposent fermement à l'Ukraine et disent « so wird es kommen », alors elles ont probablement assez de pouvoir pour imposer quelque chose. Mais c'est la carte maîtresse de Trump. Il peut dire « j'ai besoin de vous pour résoudre le problème ». Et je pense que la Russie en est consciente. S'ils veulent procéder diplomatiquement et politiquement, cela doit se faire de cette manière. Les deux parties doivent agir contre l'Ukraine de la même manière et avec le même objectif. Sinon, il faudra recourir à la force militaire. Mais même militairement, vous savez, une solution militaire serait très maladroite. Eine militärische Lösung wäre eine sehr plumpe, denn die Russen, mit denen niemand je gesprochen Parce que les Russes, avec qui personne n'a jamais parlé, ont dit que l'objectif de la Russie serait d'assiéger toute l'Ukraine, en particulier l'Ukraine occidentale et la Galicie. Je veux dire, ces gens détestent les Russes en secret. Ce serait une pilule amère à avaler. Il faut donc trouver une structure politique, même si on prend le territoire, pour que la Russie ne commette pas encore plus d'attentats potentiels, n'est-ce pas? Dans l'ensemble, je pense qu'un accord commun, un cadre auquel tout le monde adhère, qui contient les nationalistes d'extrême droite et qui est ensuite mis de côté, serait le résultat optimal. Une solution militaire est, si tant est qu'elle existe, probablement une solution sous-optimale. Mais c'est définitivement mieux que d'abandonner l'Ukraine, n'est-ce pas? La Russie a déclaré qu'elle n'est pas prête à contribuer à l'ensemble de l'Ukraine de l'OTAN. Par conséquent, elle créera un tampon de sécurité d'une manière ou d'une autre. Daher wird es auf die eine oder andere Weise einen Sicherheitspuffer schaffen. Absolut. Und natürlich befindet sich Zelensky in einer sehr C'est donc certainement une situation très différenciée qui nécessite probablement l'engagement des États-Unis et de la Russie pour trouver une solution. Récemment, je suis tombée sur une vidéo vraiment intéressante qui a été enregistrée il y a quelques jours. das vor einigen Tagen aufgenommen wurde. Darin stellte ein ukrainischer Politiker das Dans ce contexte, une politicienne ukrainienne a proposé le scénario coréen pour mettre fin à la guerre. Essentiellement, le front devrait être gelé, puis une zone démilitarisée devrait être créée, similaire à la Corée du Nord et du Sud. Cette ancienne politicienne est active dans la politique ukrainienne depuis 3 décennies. Elle s'appelle Yulia Tymoshenko. Elle a été première ministre et candidate à la présidence. Elle a donc dit que dès que cela se produirait, dès que le scénario coréen se déroulerait, un redémarrage complet du pouvoir dans le pays serait immédiatement initié. C'est sa citation. Que pensez-vous de cela? Est-ce même possible? Il y a 2 ou 3 ans, cela aurait été possible. La raison de la fin de la guerre de Corée réside dans la force militaire plus ou moins équilibrée des deux côtés. D'abord, ce sont les Nord-Coréens qui ont avancé vers le sud, puis les Américains qui les ont repoussés. Ensuite, contre toute logique,
ils ont avancé au-delà du 38e parallèle vers le nord, jusqu'à ce que les Chinois interviennent et les repoussent à nouveau. Ces deux forces étaient à peu près équivalentes en termes de force militaire conventionnelle. Bien que les États-Unis possédaient déjà la bombe atomique à ce moment-là, l'utilisation de la bombe atomique en Corée du Nord aurait signifié une attaque contre la Corée, n'est-ce pas? Donc, ils ne sont pas allés à l'extrême. Sie gingen also nicht bis zum Äußersten. Der Krieg wurde auf sehr ähnliche Weise in den La guerre a été menée de manière très similaire dans les tombes des défenseurs. Il est resté une guerre de tranchées avec des armes conventionnelles. Et puis les négociations ont pratiquement conduit à un gel du conflit, comme il était déjà gelé militairement. Les deux armées ont arrêté leur mouvement autour du 38e parallèle et ont ensuite conclu un accord diplomatique pour consigner cela par écrit. Actuellement, nous n'avons pas une telle situation en Russie et en Ukraine. Les Russes sont à l'offensive, l'OTAN et l'Ukraine à la défensive. Et la seule chose qui pourrait changer cela serait une escalade militaire massive du côté occidental, n'est-ce pas? Je ne pense pas que les troupes au sol pourraient changer grand-chose, mais les missiles nucléaires tactiques pourraient. Taktische Atomraketen aber schon. Donald Trump sagte, nein. Donald Trump a dit « Non, nous ne ferons pas ça. Nous jouons avec une seconde guerre mondiale. Nous ne voulons pas d'une seconde guerre mondiale. C'est une bonne chose. » Vladimir Poutine a également dit « Nous ne voulons pas ça. » Et en fait, les Russes n'utilisent jamais d'armes nucléaires, n'est-ce pas? Nous avons connu la guerre conventionnelle. Heureusement, nous avons fait preuve de maîtrise de soi, des deux côtés, au plus haut niveau. Mais cela signifie que les Russes sont en tête avec leurs forces conventionnelles. Donc vous devez leur offrir quelque chose pour arrêter leur avance. Que pourrait offrir l'Ukraine pour arrêter l'avance des Russes? Eh bien, ce serait d'accepter leurs demandes principales, surtout les demandes territoriales. Et je pense que Yulia Tymoshenko dirait non à cela. Auch Yulia Tymoshenko würde dazu Nein sagen. Denn jeder Staatschef, jeder politische... Parce que chaque chef d'État, chaque leader politique est à la fin quand il dit oui. En ce sens, le scénario coréen aurait été possible dans le passé. Je considère le scénario japonais plus probable, où un camp doit simplement abandonner pour commencer un nouveau processus politique. Cela va de pair avec ce qui est possible. Les Japonais étaient au bord de l'abîme pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils l'étaient après l'éjection de 2 bombes atomiques américaines sur eux. Et pas seulement cela. Les États-Unis ont tué 100 000 personnes à Tokyo avec des bombes en une seule nuit. Les gens ont simplement été brûlés. Et la ville, dans la zone de Skytree, a encore aujourd'hui un aspect très différent du reste de Tokyo. Sieht noch heute ganz anders aus als der Rest von Tokio. Warum? Weil sie komplett ausgebrannt ist. Pourquoi? Parce qu'elle est complètement brûlée, n'est-ce pas? 100 000 personnes en une seule nuit. Les pauvres gens, bien sûr. Juste pour être bien clair. Les Américains ont pris soin de ne pas attaquer les cercles décisionnels. Ils ont seulement brûlé les pauvres gens qui payaient toujours le prix de la bellicisme de leurs propres États. Et puis, ils avaient le choix de continuer à se battre. Et il y avait des gens dans l'administration japonaise qui voulaient continuer à se battre. Finalement, c'est l'empereur qui a pris la décision et a dit non, nous abandonnons, nous allons souffrir l'insupportable, faire l'impensable. Et puis ils ont dit d'accord, nous déposons les armes. Et ils se sont rendus aux Américains. Et MacArthur a débarqué avec quelques milliers de Marines américains à Tokyo. Ein paar tausend US-Marines in Tokio. Ein paar tausend, wissen Sie, und sie gingen einfach... Quelques milliers, vous savez. Et ils sont simplement partis et ont marché devant tous les soldats japonais qui se tenaient là et saluaient. Et ils ne saluaient pas. Ils étaient simplement là, mais ils suivaient l'ordre de se retirer. Ensuite, MacArthur est allé au palais impérial et a pris une photo avec l'empereur pour montrer à quel point il est plus grand que l'empereur. Il a insulté le symbole du Japon de manière très significative et lui a dit « Voyez, votre vie est maintenant entre mes mains. » Et les Japonais ont dû accepter cela. Et ce qui est fascinant, c'est que le Japon, 9 ans plus tard, 8 ans plus tard, en 1953,
a conclu un traité de sécurité avec les Américains et a accepté que dorénavant, les Américains seraient responsables de la sécurité japonaise. für die japanische Sicherheit verantwortlich sein würden. Undenkbar im Jahr 1945. Inimaginable. Inimaginable en 1945, en janvier, février, en mars 1945. Vous savez, la profonde haine des Américains au Japon, malgré tout ce que le Japon avait fait. Vous savez, je ne veux pas blanchir les crimes horribles du Japon. Ils ont commis des crimes horribles. Absolument. Mais si vous pensez à ce qu'un Japonais aurait ressenti en 1945, aussi parce qu'une haine instinctive des Américains lui avait été inculquée, le fait qu'il y ait un accord de sécurité 8 ans plus tard, dans lequel cet ennemi devient le principal garant et dure ensuite 70 ans, est assez étonnant. Par conséquent, je considère que le scénario japonais est actuellement plus probable pour l'Ukraine. Vous avez récemment téléchargé cette vidéo vraiment géniale sur les études de neutralité sur votre chaîne. Et je ne peux que la recommander chaleureusement à tout le monde. Und ich kann es jedem nur wärmstens empfehlen. Es ist ein großartiges Video, das Sicherheitsgarantien für die Ukraine. C'est une excellente vidéo qui discute des garanties de sécurité pour l'Ukraine et les place dans le contexte des relations internationales. Il parle de la théorie et des solutions possibles. Il discute essentiellement de l'analyse des événements actuels. C'est une excellente vidéo. Je l'ai regardée, je l'ai beaucoup aimée et je la recommande à tout le monde. Une adhésion à l'OTAN est clairement hors de question et l'a toujours été, comme nous le savons tous. Cependant, Zelensky semble continuer à insister sur des forces de maintien de la paix militaire que la Russie a déjà qualifiées de non viables. Y a-t-il quelque chose que Zelensky puisse actuellement offrir pour remplir ses garanties de sécurité afin qu'il puisse poursuivre l'accord minéral ou les négociations de paix? Oder die Friedensverhandlungen fortsetzen kann? Non. Le point est que les États-Unis n'ont pas à offrir à Zelensky. Les États-Unis doivent l'offrir à la Russie et la Russie doit accepter. Müssen es Russland anbieten und Russland muss zustimmen. Was ist also machbar, der Ukraine? Qu'est-ce qui est donc faisable pour redonner à l'Ukraine un sentiment de sécurité et l'inciter à adopter des solutions politiques qui sont peut-être actuellement inacceptables? Il existe de nombreuses approches différentes. Mon premier point dans la vidéo à laquelle vous venez de faire référence est que tout ce discours sur les garanties de sécurité est pour moi un non-sens tiré par les cheveux. La plupart des pays du monde vivent sans garantie de sécurité et sont en sécurité sans garantie de sécurité. Regardons la Mongolie, qui se trouve entre la Russie et la Chine et représente une démocratie florissante. D'ailleurs, ils ont promu la démocratisation au cours des 30 dernières années. C'est vraiment réjouissant et cela fonctionne très bien. Et ils sont en sécurité. Ils n'ont pas peur des Russes ni des Chinois, car ils n'ont pas de conflit avec eux. Chinesen Angst, weil sie keinen Streit mit ihnen haben. Sie haben keine großen Meinungsverschiedenheiten. Natürlich gibt es. Ils n'ont pas de grandes divergences d'opinion. Bien sûr, il y a des divergences, mais elles restent à un niveau très bas, et ils règlent les deux. Les Mongols règlent les deux, et ils s'en sortent bien. Donc, si on se fixe sur les garanties de sécurité, et qu'on se demande qui va tirer quel missile sur mon ennemi si l'ennemi arrive, cela exclut tout le reste du spectre. Cela signifie que la manière la plus sûre de survivre dans les relations internationales est de ne pas avoir d'ennemis. Si on parvient à ne pas avoir d'ennemis, alors tout va bien. Il y a tous ces autres exemples qui sont constamment oubliés. Je veux dire, le Liechtenstein n'a pas de garantie de sécurité et vit dans un lien étroit entre la Suisse et l'Autriche. La question dans le monde réel est de savoir ce que les Ukrainiens accepteraient s'ils disaient « D'accord, bien. Nous acceptons maintenant certaines des choses les plus inacceptables de la part de la Russie en échange d'une solution qui soit stable pour nous. » Vous souhaiteriez probablement une composante militaire, ce qui est compréhensible
est tout à fait normal. Vous savez, lorsque l'Allemagne a été réunifiée en 1989, il y a eu des négociations entre les 4 vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. L'Union soviétique, à l'époque c'était l'Union soviétique sous Mikhail Gorbatchev, les Britanniques, les Français et les Américains, qui ont convenu d'un accord et ont dit « D'accord, l'Allemagne fera partie de l'OTAN, mais les forces de combat allemandes elles-mêmes seront limitées à 180 000 hommes. Et il y a des limites supérieures pour les troupes. » Quelque chose comme ça pourrait être discuté avec l'Ukraine. D'accord, pas d'adhésion à l'OTAN, pas de sécurité en dehors des garanties de sécurité. Mais les Russes acceptent que nous ayons une armée de telle taille et que nous soyons autorisés à posséder telles et telles catégories d'armes, que l'OTAN puisse les livrer, que nous puissions rester dans le système d'approvisionnement occidental et que nous n'ayons pas à remplir ce cadre. Je peux imaginer que quelque chose comme ça puisse être négocié avec la partie russe. Je ne crois pas que les Russes exigeraient une force zéro pour l'Ukraine sans une victoire militaire complète. Donc, si nous parlons d'une solution diplomatique, alors je pense que cette partie serait ouverte. Mais ce serait une sécurité en soi, pas une garantie de sécurité. D'accord, l'OTAN, car c'est ainsi. Les Russes disent depuis 3 ans, non, c'est comme ça, nous ne l'accepterons pas. Et puis l'Ukraine et les pays occidentaux peuvent dire « Oh, mais c'est injuste. » Eh bien, tant pis, c'est comme ça. Je veux dire, si vous ne pouvez pas le changer, alors c'est juste comme ça. Je mettrai le lien de la vidéo dans la description ci-dessous. Je pense que vous en avez discuté si bien et l'avez rendu compréhensible pour tout le monde, que j'espère que les gens la regarderont ensuite. Mais peut-être une dernière question pour aujourd'hui, Pascal. Et cela nous ramène au début de notre conversation, lorsque nous avons discuté des forces opposées au sein de l'administration Trump. Le président Trump semble pousser pour mettre fin au conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et il y a aussi des membres de haut rang de l'armée américaine qui sont du côté de l'UMAE et veulent continuer le combat, ou qui veulent que l'Ukraine se batte jusqu'au bout. L'un d'eux est le général Chris Cavoli, qui, il y a quelques jours en avril devant le Congrès, a été ouvertement contredit par Trump dans sa déclaration, exhortant l'Ukraine à continuer de se battre. Il a dit que les Russes perdraient de leur puissance. Ils ne sont plus si forts. Ils sont bons dans certains domaines, mais pas aussi forts que l'armée ukrainienne. Et il y en a beaucoup d'autres, comme Cavoli. Que faut-il pour que ces représentants, je dirais, assoiffés de sang du complexe militaro-industriel, auquel il appartient à mon avis, disent enfin, vous savez quoi, ça suffit, l'Ukraine est en train de perdre. La Russie gagne clairement, et c'est la seule façon dont cela peut continuer. Nous allons cesser de financer ce conflit par procuration. Pensez-vous que vous pourriez arriver à cette conclusion? Non, car demander au complexe militaro-industriel d'arrêter d'armer et de massacrer l'Ukraine, c'est comme demander à Apple d'arrêter de vendre des iPhones. C'est exactement ce qu'ils font. C'est tout le complexe militaro-industriel, le Congrès, le groupe de réflexion, le complexe médiatique. C'est un système qui prend des matières premières et des personnes et recrache à l'autre bout des armes, de la destruction et de la mort. C'est exactement ce qu'il fait. Et ils continueront tant que cette machine fonctionnera. Et la machine elle-même, je ne vois aucun signe qu'elle s'affaiblisse. Je veux dire, atteinte à la réputation. D'accord. Bien, ils ont investi quelques dollars dans leurs produits et ont eu une mauvaise presse. Mais ils continuent. Et ils sont bien plus grands qu'Apple, n'est-ce pas? Apple ne cessera pas de vendre des iPhones. Ce n'est que s'ils ont quelque chose de mieux que l'iPhone qu'ils retireront l'iPhone de la circulation. Le complexe militaro-industriel n'essaiera pas de mettre fin à la guerre en Ukraine tant qu'ils n'auront rien d'autre. Je pense que la seule façon de mettre fin à cette absurdité est malheureusement
une nouvelle guerre. J'en ai très peur. J'ai très peur d'une guerre avec l'Iran. Si cela arrive, je vous le dis et je prophétise, j'espère que cela n'arrivera pas. J'espère que nous n'aurons pas de guerre avec l'Iran. J'espère vraiment que nous n'en aurons pas. Mais si c'est le cas, je vous le jure, Lena, la guerre en Ukraine sera terminée en 2 mois. Les combats seront terminés parce qu'ils perdront tout intérêt. Une nouvelle guerre peut malheureusement mettre fin à une ancienne guerre. J'espère que ce n'est pas le chemin que nous prendrons. Il existe d'autres moyens de mettre fin aux guerres. Mais non, Cavoli et ses autres psychopathes, ils voudront continuer. Et je vous déteste beaucoup, Cavoli, Donna. Vous, parce que vous vous vendez même. Quand vous lisez l'article dans le New York Times, vous savez que vous êtes vendu comme ces grands stratèges et ces gars durs et généreux. Mais vous êtes des psychopathes. Vous êtes des psychopathes au levier du pouvoir, et vous êtes l'une des principales raisons pour lesquelles nous avons cela. Pourquoi des centaines de milliers de personnes meurent des 2 côtés? Et c'est une catastrophe absolue. Et ils sont à bien des égards des criminels de guerre. Mais ils continueront cela aussi longtemps qu'ils le pourront, parce que c'est dans leur ADN, et ils sont intégrés dans une machine qui le leur permet et les soutient en fait. Des oui. Donc s'il y a une solution à ce conflit, sans qu'une deuxième guerre n'éclate, c'est parce que Donald Trump et d'autres ont réussi à contourner ces gens. Ils sont l'erreur dans le système, et ils doivent l'être. Il doit y avoir une solution pour eux. Je ne pense pas que cela puisse être annulé. Ce serait bien si cela pouvait être annulé, mais je ne pense pas que ce soit possible, car cela représenterait un effort énorme pour les États-Unis, et le système se protège aussi lui-même. Parce que vous savez, vous êtes au Texas, n'est-ce pas? Donc le système américain peut le faire aussi, et il le fait, et il l'a fait à plusieurs reprises. C'est le danger de ces systèmes politiques. Il ne faut jamais oublier qu'il n'y a pas de hasard en politique. Lorsque les États-Unis se sont retirés d'Afghanistan et que des mois plus tard, le conflit par procuration en Ukraine a commencé, c'était définitivement un signe que les hasards n'existent pas. Ensuite, supprimer les choses. Je crois encore aujourd'hui que la guerre en Ukraine a finalement mis fin au refus du service de guerre. Elle a supprimé notre attention au refus du service de guerre et tout le langage de la guerre. Vous souvenez-vous des combattants de première ligne et de la lutte contre le refus du service de guerre? Tout cela a pris fin parce que cela a été résolu par un second conflit qui occupe notre espace mental et permet de faire baisser les choses, même en Afghanistan. Donc s'il y avait un second conflit, cela, à mon avis, supprimerait l'Ukraine et créerait ainsi de la place pour des négociations diplomatiques afin de mettre fin au moins au combat. Et je ne veux pas cela. C'est une vision très triste, n'est-ce pas? Que vous ayez besoin d'une seconde guerre pour en terminer une. J'espère vraiment que nous pourrons le faire sans une seconde guerre. C'est possible, car en fin de compte, il s'agit de volonté politique. Mais pas de la volonté politique d'une seule personne, mais de la volonté politique de plusieurs grands systèmes complexes qui s'opposent. Absolument. Pascal, ce fut un grand plaisir. Merci beaucoup pour cela. C'était vraiment une excellente conversation et j'ai hâte de vous avoir à nouveau avec nous. Merci beaucoup, Lena. Et félicitations également. Je regarde votre chaîne chaque fois que je trouve l'une de vos superbes vidéos et je trouve que vous faites un travail fantastique. Alors merci beaucoup pour cela aussi.